J'ai fait mes études à Nancy, parce que je suis vosgien et que la ville universitaire correspondant aux Vosges, c'est Nancy, en économie. Et après ce qui s'appelait à l'époque la maîtrise, donc le Master 1 aujourd'hui, j'ai commencé un travail collectif pour la Master 2 avec des, des étudiants qui, avec moi, avaient milité dans l'UNEF en particulier. On est au lendemain de 68, on est en 71. J'ai fait ma maîtrise de 67 à 71. Et avec, disons, une prof à gauche, des rares profs en économie à gauche en général et à Nancy en particulier, on monte une équipe de recherche, une petite équipe de recherche en août 71, juste après la maîtrise, sur les questions d'économie de l'éducation dont elle était spécialiste. C'était donc Annie Vinocure qui sera mon directeur de thèse et puis qui assez vite va être élu à Nanterre d'ailleurs. J'ai soutenu ma thèse d'ailleurs à Nanterre, mais beaucoup plus tard. Et dans ce groupe qui s'intéressait surtout aux questions donc, de l'éducation et de l'emploi, progressivement de l'emploi, je me suis intéressé moi, peut-être parce que ma femme était à l'époque étudiante en médecine, à, au départ à l'exercice médical, je voulais faire un travail là-dessus. Ce qui m'a conduit à lire un, un travail de Henri Hatzfeld sur le syndicalisme médical, enfin, la façon dont les médecins résistaient au conventionnement, enfin toutes ces questions-là. Et Henri Hatzfeld était prof de sociologie à Nancy, mais je ne le connaissais pas. Et c'est lui qui a créé la sociologie à Nancy. Et il était, il avait commencé son travail par un travail sur les médecins, mais en fait, il l'avait ensuite élargi à l'ensemble de la sécurité sociale. C'est lui qui a fait l'œuvre pionnière, disons, sur la sécurité sociale, qui s'appelle Du paupérisme à la sécurité sociale, qui est paru chez Armand Collin début des années 70, mais qui correspond à son travail de thèse d'État rédigé dans les années 60. Et finalement, en lisant ce travail d'Henri Hatzfeld, j'ai trouvé l'intuition de mon travail ultérieur. Il dit la sécurité sociale, c'est le passage de la sécurité propriété à la sécurité droit du travail. Ce n'est plus par la propriété, par le patrimoine que l'on assure une sécurité sur l'ensemble de la vie, y compris dans la vieillesse, mais c'est par le droit du travail. Et j'ai trouvé cette formulation de Henri Hatzfeld extrêmement intéressante. Et finalement, tout en restant dans ce groupe de recherche, à la fois avec Annie Vinocure qui venait tous les mois à Nancy pour continuer à l'animer, et puis avec tous les collègues qui le constituaient avec moi. Donc tout en continuant à travailler avec eux et à participer ponctuellement à telle ou telle enquête sur les questions d'éducation et surtout d'emploi, de marché du travail, j'ai centré mon propre travail documentaire et de recherche sur la sécurité sociale. Et son financement, j'étais économiste, donc c'était plutôt sous l'angle du financement que les questions m'intéressaient. Donc la cotisation sociale.
Et donc là, j'ai en quelque sorte reformulé la thèse de Hatzfeld, euh, la sécurité sociale comme passage de la sécurité par le patrimoine à la sécurité par le salaire socialisé dans la cotisation sociale. Et j'abordais, cela dit, le champ de la sécurité sociale et de son financement avec cette hypothèse Asfeld qui m'a porté tout le temps et à qui vraiment je rends hommage, même si son ouvrage pionnier, j'ai été amené ensuite, moi, à voir ses limites. Hein. Mais c'est important qu'il y ait un premier ouvrage sur l'histoire de la sécurité sociale en France, et c'est à lui qu'on le doit. Je partais aussi des hypothèses qui étaient les plus courantes à l'époque en matière d'interprétation économique de la sécurité sociale. C'était, nous sommes dans les années 70, c'est là qu'éclot, disons, les thèses de ce qu'on avait appelé l'école de la régulation, avec Aglietta, Boyer comme principaux chefs de file. Et cette école de la régulation émet la thèse suivante. La sécurité sociale apparaît à une étape du capitalisme qu'on va appeler fordiste, en se référant à une phrase imputée à Ford, j'ai pas été vérifié, ce qui aurait dit à ses collègues, mais plutôt que de mal payer des ouvriers qui font des voitures de luxe qu'ils ne pourront jamais s'acheter, mais payez-les bien et faites de la voiture moyenne gamme pour qu'ils puissent l'acheter. Et c'est sur les économies d'échelle que vous allez faire du profit et non pas en vous adressant à un public prêt à des dépenses somptuaires. Et le capitalisme fordiste, ce serait donc une étape du capitalisme dans lequel la production de masse est l'occasion d'économies d'échelle, mais cette production de masse, encore faut-il l'écouler, et donc il faut solvabiliser la demande. On est aussi, dans les années 70, dans une queue de comète au demeurant, mais enfin, elle reste vivante, de la pensée keynésienne, qui insiste sur le fait que dans une économie capitaliste, le risque permanent, c'est un équilibre de sous-emploi, parce que les investisseurs anticipent une insuffisance de la demande et donc réduisent leur offre pour ne pas avoir de surproduction. Et si l'on veut éviter cet équilibre de sous-emploi, bien, il faut en permanence susciter la demande publique par des services publics, des équipements collectifs, etc. Et puis la demande privée par une solvabilisation de la population, de la naissance à la mort, que le salaire et la sécurité sociale représentent bien. Donc ça, c'est la thèse dite régulationniste qui est, aujourd'hui encore, disons, le fonds de commerce essentiel de l'interprétation de gauche, on va dire, de la sécurité sociale, parce qu'il y a une interprétation de droite, mais qui, moi, bon, c'était pas ma famille politique, ni mon idéologie. L'interprétation de droite, c'est que la sécurité sociale, c'est de la redistribution qui sert à corriger les inégalités de la répartition primaire. Il y a une justesse économique qui répartit la valeur ajoutée en fonction de l'apport productif mais des individus, mais ça crée donc des injustices sociales. Cette justesse économique est injuste socialement parce que ceux qui, dont l'apport productif est faible pour des raisons diverses et variées, soit de non-accès au marché du travail, soit de maladie, soit de sais-je encore, ont une répartition, ont une place faible dans la répartition primaire, et donc il faut corriger, au nom de la justice sociale, les injustices de la justesse économique.
Et là, alors là, c'était tous les manuels de l'époque, hein, qui font de la sécurité sociale un dispositif de redistribution. Donc le Raymond Barre, le Guiton, enfin tout ce qui, dans les années 70, tenait les hauts du pavé des manuels d'économie dans nos facultés, était sur ce triplat de la redistribution et de la correction des inégalités. L'école de la régulation donc s'inscrit autrement, une perspective plutôt keynésienne de soutien de la demande. Et puis il y avait également à gauche, mais très minoritaire, parce que quoi qu'on nous raconte sur le fait que le marxisme aurait été majoritaire à l'université dans les années 60-70, c'est une fable, en tout cas à Nancy, en dehors de la collègue dont j'ai parlé, qui est devenue mon directeur de thèse, Annie Vinocure, qui nous avait fait peut-être 3 mois de cours sur Marx, sur l'ensemble de la scolarité. On n'avait jamais entendu parler de Marx. Donc très minoritaire, il y avait une thèse marxiste qui finalement avait ma faveur, puisque j'étais au Parti communiste par ailleurs depuis 69. C'est la thèse du capitalisme monopoliste d'État qui nous dit que chaque capitaliste en particulier, pris dans la concurrence intercapitaliste avec ses concurrents, ne peut pas reconnaître dans le salaire, prix de la force de travail, et donc ajusté au niveau des besoins nécessaires pour que cette force de travail soit encore demain au boulot, il ne pouvait pas reconnaître dans le salaire davantage que précisément les besoins nécessaires, hein, immédiatement nécessaires pour que le salarié soit au travail. Mais la classe capitaliste, elle, comme classe, elle ne peut pas se contenter de cette reproduction simple de la force de travail, parce qu'en faut-il que le niveau moyen de qualification augmente, encore faut-il que la génération suivante produise également des travailleurs en nombre suffisant. Et donc, la sécurité sociale, c'est ce qui permet une reproduction élargie de la force de travail, qui va reconnaître des besoins de culture, d'éducation, de santé, d'éducation d'enfants, enfin, etc., que chaque capitaliste ne reconnaît pas dans le salaire direct. Et c'est la classe capitaliste qui, en quelque sorte, contraint l'ensemble de ses membres à travers un État qui est un État du capitalisme monopoliste. C'est la thèse du capitalisme monopoliste d'État qui avait cours dans les années 70. C'est donc la classe capitaliste en tant que classe qui contraint ses membres à reconnaître des besoins disjoints de l'acte productif immédiat, mais nécessaire pour la reproduction à terme, d'une part, sur le long terme, et à des niveaux de qualification croissante de la force de travail. Voilà de quoi je partais. Hein, avec Hatzfeld, la sécurité sociale comme une sécurité qui repose sur le droit du travail, sur l'emploi, sur la cotisation, et avec le capitalisme monopoliste d'État comme la sécurité sociale qui en quelque sorte vient redoubler l'exploitation en produisant une force de travail adéquate aux besoins de la classe capitaliste. Or, le matériel que j'exploitais, les archives, les débats parlementaires, l'analyse des statistiques, de l'évolution des institutions, j'ai travaillé surtout la période 1920-1980, infirmait ces hypothèses. Je ne trouvais pas que la sécurité sociale se résumait à de la sécurité, hein, fût-elle par
de l'emploi et du salaire à la place de la propriété. Ça, oui, que le salaire et l'emploi se substituent à la propriété, c'était évident. Mais faire de la sécurité sociale quelque chose qui sécurisait euh, la consommation des personnes me semblait très réducteur. Et d'autre part, l'idée que la sécurité sociale était finalement fonctionnelle au capitalisme, enfin que c'était une nécessité du capital, soit chez les régulationnistes, parce que l'étape fordiste exigeait une production de masse et donc une consommation de masse, soit par l'interprétation du capitalisme monopolisé d'État. Je ne constatais pas du tout que la sécurité sociale était fonctionnelle au capitalisme. Je constatais au contraire qu'elle était l'objet d'un conflit, d'une lutte de classe tout à fait considérable, qu'il y avait un combat du patronat, mais acharné contre cette institution, et que, en particulier, la thèse régulationniste qui parlait d'un compromis institutionnalisé de 1945, disant que en 1945, il y aurait eu un compromis entre le mouvement ouvrier et le patronat, un compromis dans lequel, en échange de la sécurité du revenu que leur accordaient les employeurs, les salariés acceptaient de leur confier la gestion des entreprises sans y mettre leur nez. Toujours, encore une fois, cette idée d'une sécurité sociale fonctionnelle au capitalisme. Je ne constatais pas du tout qu'il y ait eu de compromis. La direction confédérale de la CGT et le CNPF, qui était l'organisation de l'époque du patronat, ne se rencontraient jamais dans les années 50, étaient dans une attitude vraiment de conflit absolument frontal. La façon dont les institutions s'étaient mises en place à la Libération n'avait rien à voir avec la dynamique qu'avaient connue les assurances sociales en 1930 ou les allocations en 1933, qui étaient relativement portées par le patronat. Là, la sécurité sociale de 1945 est férocement combattue par le patronat dès le départ. Donc, les hypothèses avec lesquelles j'abordais mon terrain étaient infirmées par le terrain lui-même. Et là, heureusement que nous nous sommes battus pour reconquérir un statut de fonctionnaire. Alors nous, qui c'est, ben, c'est les assistants hein, en économie ou en droit. Il y avait deux types d'enseignants. Il y avait les profs qui avaient passé l'agrégation du supérieur, assez jeunes, vers 35 ans, mettons, et qui, eux, étaient fonctionnaires. Et puis il y avait des assistants qui donc avaient entre 25 et 30-35 ans, qui eux étaient des contractuels annuels, à l'année. Donc moi j'ai été recruté comme assistant et nous avons engagé à la fin des années 70 une grève. J'étais donc reconduit d'année en année par le recteur. Il n'y avait pas encore de... Si les présidents sont arrivés un peu après, en 72-73. Les assistants, en particulier des facultés de droit et de sciences économiques, c'est là qu'ils étaient les plus nombreux, parce qu'en lettres, sciences, la carrière était différente, il n'y avait pas d'agrégation du supérieur, on était maître assistant avec une thèse de troisième cycle, puis prof avec une thèse d'État. Les assistants ont engagé un mouvement qui a duré 6 ou 7 ans, un mouvement extrêmement complexe à l'échelle nationale. On refusait de noter les étudiants, on faisait donc des grèves administratives, etc., pour imposer un nouveau statut qu'on a obtenu finalement en 84, non sans mal,
Et heureusement donc, je suis devenu fonctionnaire. Vous voyez que je n'avais pas encore soutenu ma thèse, là, hein, alors que j'avais démarré en 75. 9 ans plus tard, je ne l'avais pas encore soutenue, parce que, justement, j'étais complètement désemparé. Heureusement que j'étais fonctionnaire, parce que c'est ce qui m'a permis de rester longtemps dans une forme d'errance intellectuelle. J'étais désemparé parce que mes hypothèses de départ n'étaient pas du tout confirmées et je ne trouvais pas d'hypothèses alternatives qui me permettent de comprendre le matériel que j'étais en train d'examiner et de comprendre l'enjeu du conflit que j'observais si vif, alors que mes collègues, non pas du gré de mon labo qui travaillait sur l'emploi et la formation, mais mes collègues qui travaillaient sur la sécurité sociale en France étaient plutôt sur une optique d'une sécurité sociale cohérente avec le capitalisme. J'ai pu prendre du temps parce que un fonctionnaire est payé pour son grade, il a un salaire à vie, hein, et précisément, j'ai été amené à faire le lien entre l'histoire du statut de la fonction publique, que je me suis mis aussi à travailler, en ajout à l'histoire de la sécurité sociale, à l'histoire de l'imposition de la cotisation. La thématique du salaire à vie n'est pas encore arrivée à ce moment-là dans mon interprétation, hein. Mais en tout cas, j'ai cherché à poser le caractère anticapitaliste de la sécurité sociale. C'est ça mon apport, je crois, hein. Et cet apport, il reste toujours aussi vif parce que aussi peu partagé, je dois dire, aussi bien dans la sphère académique que dans les organisations militantes, hein, qui sont quand même extrêmement aujourd'hui encore chargées, je dois dire vraiment, parce que ça les alourdit considérablement, par l'interprétation régulationniste ou du capitalisme d'État qui fait de la Sécu finalement un outil du capital. Alors, ça a été très long, hein. J'ai soutenu ma thèse en 93, donc j'ai mis 18 ans pour la rédiger. Enfin, c'est une thèse d'État. Les thèses d'État n'avaient pas d'obligation de durée. Je l'ai soutenue donc tardivement, et quand je l'ai soutenue, je n'avais pas encore vraiment d'ailleurs une interprétation très, très claire, hein, de ce caractère révolutionnaire. Je voyais bien qu'elle changeait la donne, mais je ne disposais pas de ce à quoi j'ai réfléchi depuis, hein, je ne disposais pas encore d'une lecture contradictoire de la valeur économique, hein. Je prenais la valeur comme une espèce d'invariant lié au capitalisme et donc ne bougeant pas, hein, et donc la valeur ajoutée, le PIB renvoyait à la valeur telle que le capitalisme la pratique. Je ne voyais pas du tout correctement les contradictions de la valeur que rend possible précisément la socialisation du salaire.
Mais en revanche, sans pouvoir l'exprimer correctement, et quand j'ai relu pour la seconde édition Puissance du salariat, qui est l'ouvrage qui est tiré largement de ma thèse, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup bougé entre 1998, quand cet ouvrage paraît, et 2012, quand sa nouvelle édition augmentée de chapitres écrits à l'époque, dans les années 90, mais non publiés en 98, et publiés donc à la dispute. Au cours de ces 15 dernières années, j'ai beaucoup bougé, on va y revenir, hein, mais je revendique la paternité du terme de salaire socialisé que j'ai construit contre le terme de salaire différé, qui était le mot habituel, qui nous disait ceci. Et encore une fois, qui renvoie bien de toute façon à la thématique dominante d'une sécurité sociale fonctionnelle. Hein. Lorsque je suis actif, je ne dépense pas tout mon salaire. Je dépense le salaire direct, celui qui est au bas de la feuille de paye, hein, le salaire net, comme on dit. Mais les cotisations sociales, qui se substituent au patrimoine, hein, là on retrouve Hatzfeld, d'accord. Les cotisations sociales vont aller à des caisses et vont me permettre d'être solidaire des retraités, solidaire des malades, solidaire des chargés de famille, solidaire des chômeurs, solidaire et prévoyant. Solidaire parce que je suis en répartition, il n'y a pas de capitalisation, c'est pas mon patrimoine qui un jour pourrait être transformé en rente lorsque je serai chômeur ou malade ou retraité. Cette partie de mon salaire que je ne consomme pas va à la solidarité à travers des caisses qui mutualisent le salaire. Mais c'est un salaire différé parce que cette solidarité, c'est en même temps une prévoyance qui fait que lorsque je serai moi-même incapable de produire de la valeur économique parce que je n'aurai plus d'emploi, eh bien, je bénéficierai à mon tour de la solidarité des cotisants, mais une solidarité que j'aurais acquise, enfin, un droit que j'aurais acquis par le fait d'avoir moi-même contribué à la solidarité quand j'étais actif. Hein, cette solidarité intergénérationnelle, cette solidarité entre bien portants et malades, etc., dont on parle pour définir la sécurité sociale. Là, dès les années 90, quand j'écris Puissance du salariat, ma thèse, puis Puissance du salariat, je récuse totalement cette idée que la sécurité sociale, c'est un revenu différé pour couvrir des périodes de notre vie où nous ne sommes plus productifs parce que nous n'avons plus d'emploi. Si je propose le terme de salaire socialisé à la place de celui de salaire différé, c'est pour bien poser que les retraités, les chômeurs, les parents font partie du collectif de salariés avec ceux qu'on appelle actifs qui produisent collectivement de la valeur. On ne peut pas imputer la valeur économique produite à un temps T. Là, je ne suis plus dans le différé, je suis à un temps T. On ne peut pas imputer la valeur économique produite à un temps T au seul titulaire d'emploi.
Il y a un travailleur collectif, c'est les mots que j'utilise à l'époque, qui est le salariat, c'est-à-dire tous ceux qui vont toucher du salaire, qu'ils soient dans l'emploi avec un salaire direct ou qu'ils soient hors emploi avec une pension de retraite ou des indemnités journalières de maladie ou de chômage ou des allocations familiales. Ce salaire socialisé, c'est la reconnaissance de la valeur économique produite au-delà des seuls employés par l'ensemble de ceux qui sont titulaires de prestations de sécurité sociale.